je ne suis pas sûre que les neuroatypiques aient tellement envie de comprendre les neurotypiques. Il y a vraiment un fossé entre ces deux mondes. Et ce que je voudrais, c'est qu'ils arrêtent de se blesser mutuellement. Parce que les neuroatypiques, sans le vouloir, bousculent et blessent les neurotypiques. Et le neurotypique, en appliquant leurs valeurs aux surefficients, les blesse également. Donc, je me suis un peu fixée cette fonction d'être... Alors, le terme de pont, j'aime pas trop, mais j'aime mieux passerelle. AVS avec Philippe Robichon. Votre santé sur Beurre FM, bienvenue, ravi de vous retrouver le mercredi. Karima Chadibaou est avec nous. Bonjour Karima. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde et bon matin. Mage moderne. Ah. Oui, mage faut moderne. Expliquer, il y a quelqu'un, un internaute qui vous appelle le mage moderne. J'aime bien. Coach familial et parental et fondatrice de l'ENAT, une école de naturopathie à Saint-Ouen. Ah, absolument. On reçoit un phénomène de l'édition ce matin et moi je suis fan et vous êtes fan aussi Karima. Et si vous écoutez régulièrement l'émission, on la cite souvent. Et même dans la bibliothérapie. C'est pour vous dire. Voilà. Christelle Petit-Colin est avec nous. Bonjour Christelle. Bonjour à tous. Bonjour Philippe. Bonjour Karima. Bonjour Christelle. Tour à tour gymnase, puis hôtesse de l'air. Et aujourd'hui, vous êtes autrice. Voilà, c'est ça. Et coach. Vous publiez votre nouveau livre. Voilà, que vous montrez, Karima. Je n'ai pas les codes aux éditions Albin Michel. Comprendre le monde qui nous entoure. Mais c'est pas tout le monde qui doit comprendre ce monde, hein, puisque vous vous adressez à une particularité et à un certain nombre de gens. Oui, je m'adresse aux gens qui sont neuroatypiques et qui justement se plaignent de ne pas avoir les codes, d'être à côté de la plaque, de faire des gaffes, de ne pas comprendre les rapports sociaux. Et je me suis dit qu'il était important de leur donner les moyens de comprendre ce qui les entoure. Alors, au début, vous avez essayé de faire l'inverse. Oui. Dans un premier temps, j'ai essayé... Au début, j'ai juste essayé d'expliquer comment fonctionne un cerveau atypique, comment ça fonctionne dedans, et d'expliquer simplement pourquoi ces atypiques sont différents. Et ça s'adressait effectivement à tout le monde, et aux atypiques et aux typiques, pour que tout le monde ait les mêmes clés de compréhension du problème. Et là, qu'est-ce que vous constatez ? Que les neurotypiques s'en fichent. Parce que eux, ayant les codes, eux étant insérés, pensent simplement qu'il y a juste un petit effort à faire et que tout ira bien si tu rentres dans les cases qu'on te propose. Et donc vous vous dites, pourquoi j'ai écrit ce livre-là, puisque tout le monde s'en moque en fait. Mais par contre, ça a intéressé les autres, ceux que vous appelez les surefficients, qui eux se sont retrouvés dans ce que vous avez écrit. Oui, c'est pas tout le monde s'en fiche, c'est qu'au moins les surefficients ont découvert un mode d'emploi de leur cerveau. C'était déjà une bonne chose, c'était la moitié du chemin de fait. Maintenant, je sais qui je suis et comment je fonctionne. Ça, c'est important. Et maintenant, je propose de comprendre comment fonctionne le monde. Voilà. Et comment on fonctionne. Et moi, en lisant le livre aussi, j'ai dit, il y avait des choses que je savais et des choses que j'ai découvertes à travers votre livre aussi, de dire, j'ai compris pourquoi je fais ça, j'ai compris pourquoi dans cette situation, quand je me retrouve dans un contexte avec d'autres personnes où j'ai absolument besoin de ce lien social, absolument d'être en intimité avec l'autre et dans la bulle, et j'ai compris pourquoi, alors que je ne me l'expliquais pas à l'âge que j'ai aujourd'hui. Voilà, c'est juste une des différences d'objectifs, de valeurs qui font qu'on ne prend pas les relations interpersonnelles ni au même niveau, ni de la même façon. Absolument. Donc ce sont que de micro-différences en fait. Mais on va essayer d'expliquer et vous allez voir, c'est très important. Bon, c'est mal parti pour moi parce que moi je lis les livres à l'envers. Oui. Je lis à l'envers. En fait, je commence toujours par la fin et je remonte sur le début. Et bim, j'arrive à la fin, on me dit, vous avez eu raison de lire ce livre dans l'ordre où je l'avais écrit. Parce que je dis que c'est intelligent de l'avoir fait, parce que du coup, j'ai commencé par le début, parce que sinon, j'aurais continué à lire le livre à l'envers. Donc, mais pourquoi est-ce qu'il est important, Christelle, de lire le livre dans l'ordre où vous l'avez écrit ? Alors, parce qu'il est un petit peu hypnotique, parce que je connais les atypiques et je sais comment leur amener l'information en douceur, progressivement, et que s'ils tombent au milieu du livre sur quelque chose, ils risquent de se braquer, d'être choqués, de dire « mais pourquoi elle dit ça ?» Parce que justement, s'il y a bien quelqu'un qui a besoin de sens, c'est bien le neuroatypique. Donc, j'essaye de ménager une progression pour qu'il puisse rentrer en douceur dans mon sujet.
et qui se le prennent pas de plein fouet, parce que vous avez dû remarquer, il y a des passages qui sont un peu inconfortables tout de même. On va justement en parler de ces passages. Alors on va expliquer un petit peu les mots. Alors les mots difficiles, je sais pas, mais en tout cas des mots qu'on n'a pas toujours l'habitude d'entendre, parce qu'on est resté pendant des années sur les surdoués. Absolument. Donc les surdouances. Surdouances, les zèbres. Oui. Alors maintenant on est plus sur les HP. Les hauts potentiels. Les hauts potentiels intellectuels. Ouais. Voilà, et c'est tout ce dont j'essaye de me démarquer, parce que je trouve que la connotation surdouée, elle est lourde à porter pour tout le monde, et pour les surdoués, et pour ceux qui ne sont pas surdoués. Et en plus, je trouve que la connotation surdouée, puisqu'on ne peut être surdoué que si on a passé les tests de QI qui ne concernent que 2% de la population, eh bien, on passe à côté de tous les neuroatypiques qui ont raté les tests de QI et qui ne peuvent pas se reconnaître dans cette appellation. Alors, pour tout le monde, qu'est-ce que c'est qu'un neuroatypique ? Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse bien le terme. Alors, les neuroatypiques, qu'est-ce que vous mettez dedans, Christelle ? Oui, on ne sait déjà pas trop ce que c'est qu'un surdoué, donc un neuroatypique encore plus. Alors, moi, j'appelle neuroatypiques les gens qui ont 2 caractéristiques neurologiques précises, ce qu'on appelle l'hyperesthésie, c'est-à-dire les 5 sens très développés, en alerte permanente, avec un sens du détail, une audition très fine, et une pensée complexe arborescente. C'est-à-dire que dans la tête des neuroatypiques, les pensées sont rangées, on va dire, en toile d'araignée, chaque pensée connectée, etc. Donc c'est foisonnant, c'est arborescent, c'est complexe, et donc c'est une façon de penser, d'organiser sa pensée juste différente. Ça, c'est intéressant. Oui. Donc, la pensée complexe en arborescente. Alors, en face, on a donc les neurotypiques. Voilà. Donc, les neurotypiques, c'est-à-dire les autres. Voilà. De mon point de vue, 85% de la population quand même. Donc, c'est pour ça que je les appelle les normaux pensants, les gens qui pensent dans la norme, c'est-à-dire avec effectivement un système sensoriel plus paisible et des pensées qui sont plutôt séquentielles, linéaires, organisées de façon logique. On peut un peu comme des cordes à nœuds, chaque idée suivant une progression, ou comme un train de pensée. Quelque chose de linéaire et de logique, là où les neuroatypiques sont foisonnants, arborescents, partent dans tous les sens. Alors on a les normaux pensants et en face on a les surefficients. D'accord. Donc qui sont les neuroatypiques. Voilà, qui sont les neuroatypiques. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, j'étais assez pionnière et je ne voulais effectivement pas des surdoués et des zèbres. Donc j'ai utilisé le terme surefficient, mais ce serait aujourd'hui, j'utiliserais le terme neuroatypique. D'accord. Aujourd'hui, pendant l'émission, on va s'accorder sur un vocabulaire. On va parler de qui en fait ? Allez, normaux pensants surefficients. D'accord. Moi, j'aime bien les normaux pensants. Oui. J'adore. Voilà, mais alors, bien préciser qu'il n'y a rien de péjoratif. Penser dans la norme, c'est très bien. Aussi. Oui. Alors, pas de jugement à avoir. Alors, les phylocognitifs, par exemple, vous, c'est pas un concept auquel vous avez adhéré ? Pas du tout, non. Ça m'a pas du tout parlé. Ça vous a pas parlé ? Non. J'ai lu le livre et non, ça m'a pas parlé du tout. Parce que justement, il me manquait tout le côté arborescent, foisonnant, etc. Alors, votre livre, J'ai pas les codes, voilà, vous expliquez que ça part d'une demande de vous. Vous faites un sondage sur vos réseaux sociaux, vous demandez aux gens, voilà, comment ça va dans leur vie, qu'est-ce qui se passe, et là, vous réalisez qu'ils se plaignent tous d'une chose, c'est de ne pas avoir les codes. Alors non, ça s'est fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que oui. Lors de mes consultations, j'ai énormément de neuroatypiques qui se plaignent de ne pas avoir les codes. Et à un moment donné, je dis, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Qu'est-ce qui vous manque ? Et c'est là où j'ai fait mon sondage, où ils m'ont dit, on ne comprend pas les conversations vides, on ne comprend pas pourquoi ils ne résolvent pas les problèmes, on ne comprend pas ci, on ne comprend pas mi. Et donc, je suis effectivement partie d'une demande qui s'est petit à petit... Du terrain. Voilà, qui s'est structurée petit à petit, oui. Et là, vous expliquez que vous aussi, longtemps, vous n'avez pas eu les codes parce que vous êtes... neuroatypique également, je suis également surefficiente. Et effectivement, je n'avais pas pensé que c'était important de le dire, mais pour la suite de l'histoire, il me semble que oui, c'est important que je leur dise. Non, mais j'ai pas plus les codes que vous. Je suis allée à la pêche pour essayer de comprendre pourquoi on fait tant de gaffes. Vous n'êtes pas écrivain de formation, hein, c'est un métier que vous avez aussi appris. Oui. Je sais que vous étiez hôtesse de l'air, hein, comme premier... Alors non, j'ai quand même fait pas mal de choses, puisque mon tout premier boulot, c'était
j'étais institutrice. J'ai quand même fait l'école normale d'instituteur. J'étais institutrice. Après, je suis devenue hôtesse de l'air. Et quand j'ai quitté mon métier d'hôtesse de l'air, j'ai refait des études PNL, analyse transactionnelle, hypnose ericksonienne et thérapie provocatrice de Franck Farelli pour avoir une gamme d'outils et me lancer dans le coaching, etc. Et ensuite, je me suis mise à écrire des chroniques pour d'abord un magazine local qui s'appelait Active en Haute-Savoie, et puis ensuite pour la Gazette de Montpellier, et puis petit à petit, je me suis mise à écrire des livres. Mais qu'est-ce que d'écrire, justement, vous a permis de comprendre sur vous-même ? Que j'ai une valeur noyau qui est le partage d'informations. Et que je suis jamais aussi soulagée que quand c'est noté quelque part, en disant qui en aura besoin pour avoir accès à l'information. Donc c'est ça le processus d'écriture, c'est-à-dire il faut que ce soit noté, comme ça si quelqu'un en a besoin, il peut aller consulter l'écriture. J'ai une passion pour l'écriture, pour son côté partage et transmission de savoir. D'accord, donc vous écrivez au stylo ? Non, j'écris maintenant à l'ordinateur. Enfin, ça dépend. Quand je prends des notes sur les livres que je lis, oui, je suis encore au stylo. Quand j'écris, quand je rédige le livre, non, je suis déjà au clavier. Vous êtes un pont entre deux mondes que vous rêvez de réconcilier. En gros, puisque vous voulez expliquer les uns aux autres. Oui. Mais est-ce qu'il y a une demande de ces deux mondes ou c'est juste votre volonté à vous ? Est-ce que vous avez l'impression que ces deux mondes veulent se comprendre, puisque les normotypiques, finalement, se moquent pas mal de comprendre les autres ? Alors, c'est une excellente question, parce que je ne suis pas sûre non plus que les neuroatypiques aient tellement envie de comprendre les neurotypiques. Il y a vraiment un fossé entre ces deux mondes, et ce que je voudrais, c'est qu'ils arrêtent de se blesser mutuellement, en fait. Parce que les neuroatypiques, sans le vouloir, font des gaffes énormes et bousculent et blessent les neurotypiques. Et le neurotypique, en appliquant leurs valeurs aux suréfficients, les blesse également. Donc oui, je me suis un peu fixée cette fonction d'être... Alors, le terme de pont, j'aime pas trop, mais j'aime mieux passerelle, c'est plus joli. Bon, passerelle. C'est plus féminin, c'est plus... Voilà, passerelle, j'aime bien. Il y a l'idée de découverte aussi. Parce que ce qu'on découvre aussi dans votre livre, c'est aussi cette curiosité naturelle que vous avez déjà, déjà avec le parcours de vie que vous avez et tout ce que vous avez traversé. Et on sent bien que c'est enrichi de votre expérience, de ce qu'on vous confie aussi au sein de votre cabinet. Et vraiment cette volonté, on sent que c'est vraiment, vous avez parlé de valeurs noyaux, on voit bien que c'est le moteur et que c'est le motif d'action qui vous emmène en fait à réconcilier les deux. Mais c'est pas toujours simple. Alors moi je suis curieuse, je voudrais savoir comment vous faites ça. C'est quoi votre baguette magique ? Pour faire quoi Justement, pour les réconcilier, pour pas qu'ils soient dans le rejet les uns des autres et puis dans le jugement. Parce que dans l'incompréhension. Alors, j'applique le proverbe indien ne fais pas ta langue de vipère sur ton frère avant d'avoir marché 3 lunes dans ses mocassins. Donc ça, c'est la fin du livre. Ça, c'est la fin du livre, en fait. Parce que si vous commencez comme moi par la fin, vous commencez par ça, vous voyez. Voilà. Et donc, en PNL, on a aussi des protocoles pour essayer de faire des réconciliations de parties, des conflits intérieurs ou des conflits extérieurs. Donc, essayer de comprendre les valeurs des uns des autres, parce que quand on remonte au niveau des valeurs, on a les mêmes. On a les mêmes valeurs, on a envie de se comprendre, on a envie de cohabiter, on a envie que ça se passe bien. Il y a des valeurs communes. Chez les neurotypiques et chez les neuroatypiques, il y a des valeurs communes. Donc, plus on va remonter vers les valeurs et comprendre les valeurs de l'autre, plus on va pouvoir se réconcilier, en fait. Du coup, la passerelle. Et donc là, elle a toute sa place. Voilà. Ouais. Mais c'est quoi votre mission de vie ? Alors, au départ, moi, je pensais que ma mission de vie, c'était passerelle. Et puis, plus ça avance, plus je me dis, mais ma mission de vie, c'est surtout de procéder à l'empowerment des pense-trop. C'est-à-dire de permettre aux gens neuroatypiques ou surefficients, de comprendre qui ils sont, empowerment individuel, je suis pas fou, ce que je suis est cohérent, et empowerment collectif, je suis pas seul. Il y a d'autres gens qui fonctionnent comme moi, qui partagent les mêmes valeurs, et en s'unissant, on va peut-être pouvoir faire en sorte que nos valeurs finissent par imprégner ce monde un petit peu trop déshumanisé. Voilà, et c'est Christelle Petit-Colin qui est avec nous à l'occasion de la sortie de son livre qui s'appelle « J'ai pas les codes, comprendre le monde qui nous entoure ». Votre nouvel éditeur s'appelle Albin Michel. Prendre Enfin, Enfin. oui, parce qu'il y a quand même pas mal de procédures, pas mal de choses en fait qui nous aident. Donc, c'est pas juste un livre pour lire comme ça.
Il n'y a pas de problème, Karima. Non, voilà. Il n'y a pas de problème. Non, mais vous me connaissez, Si les vous me livres dites, outils. il n'y a pas de problème. Genre, vous le prenez, vous l'avez avec vous, quoi. Vous le gardez avec vous et voilà, nous on aime bien ces livres comme ça. Là, vous avez mon exemplaire. Oui, ça c'est le vôtre. Je sais, moi le mien il est numérique. Voilà. Que j'ai corné, annoté, vous voyez. J'adore ça. C'est comme ça que j'aime mes livres. C'est quand je les retrouve personnalisés sur le billet. Moi je mets des petits post-it, des petits trucs comme ça, avec des codes couleurs. Non, mais attends, il est précieux le bouquin, Philippe, il est précieux. Ah non, moi j'aime maltraiter les livres. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est une façon de se les approprier, de vraiment récupérer le contenu et le personnaliser. Et moi j'adore quand les gens viennent en dédicace avec un bouquin qui a vécu, qui a plein d'annotations justement, plein de post-it, des coins cornés et tout. Là je dis le livre il a fait son job et la personne elle s'est vraiment approprié le contenu. J'aime beaucoup ça. Oui. Et j'ai fait quelque chose que je fais rarement, enfin que je fais plus depuis longtemps. J'ai écrit votre émission à la main. Alors que je les tape les émissions, mais là je l'ai écrit à la main. Donc je sais pas ce qui m'a pris. Peut-être que c'est justement votre livre qui m'a inspiré. Est-ce qu'un cerveau qui complexe a besoin de conversations complexes? Alors oui, c'est toute la difficulté des gens à penser complexe. Un cerveau complexe a besoin de complexité. Donc, petite info au passage, c'est pour ça qu'il complique les choses simples et qu'il simplifie les choses compliquées. Et donc, ça, c'est vraiment important à comprendre. Quand je comprends rien, c'est que j'ai compliqué un truc simple. C'est aussi bête que ça. Et donc, c'est génial. Le monde actuel manque de complexité pour les pensées complexes. Donc, ils aimeraient bien avoir des choses, des concepts plus profonds à embrasser, etc. Donc des conversations plus profondes, des métiers plus enrichissants. Enfin, ils auraient vraiment besoin de complexité. On en revient au sens, en fait. Voilà, et ils sont très très malheureux, ils s'ennuient, ils traversent la vie en s'ennuyant quand leur cerveau n'a pas le niveau de complexité dont il a besoin. Donc, une des remontées que vous avez eues du terrain, c'est que les suréfficients n'aiment pas les conversations de café, les conversations où ils ne se racontent rien, n'aiment pas parler de futilité, vous voyez, les futilités, c'est ça. Ils détestent parler pour ne rien dire, parler de la pluie, du beau temps, et parler les uns sur les autres, ma voisine, ma cousine, etc. Ces conversations de salon, ils n'en comprennent pas le sens, et deux, ils s'ennuient à mourir dans ces conversations-là. On va prendre un exemple. Karima? Non, je pensais aux enfants aussi qui sont. Moi, j'ai une de mes filles, ma cadette, qui est dyslexique, et elle, justement, elle me dit des fois, maman, t'as pas quelque chose à régler? Et moi, je lui regarde, je dis, mais quoi à régler? Elle me dit, je sais pas, t'as pas un truc compliqué? Elle me dit, non, pas compliqué, parce que je lui apprends la différence entre compliqué et complexe. Je dis, c'est pas la même chose. Mais elle me dit quelque chose qui est, et je le vois beaucoup dans ses dessins quand elle était plus petite. Et longtemps, on a pensé, d'ailleurs, vous le dites aussi dans votre livre, que les enfants atteints d'un 10, donc les troubles de l'apprentissage, en fait, on les considère comme non intelligents, on les considère comme malades, quoi, avec un trouble, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Ils font partie de la famille. Une forme de handicap. Alors, oui. C'est tout le problème. C'est pour ça que je me suis vraiment écartée des termes de surdouance, parce que pour moi, dans la famille des pensées complexes, il y a d'un côté les surdoués, de l'autre côté les autistes, et au milieu tout ce qu'on appelle 10, TDAH, etc., hypersensibles. Alors que chez tous ces gens-là, qu'ils soient 10 ou qu'ils soient surdoués ou qu'ils soient TDAH, on retrouve la pensée complexe arborescente et l'hyperesthésie. Donc pour moi, c'est la même famille de cerveaux bouillonnants. Mais c'est important de le dire et de le rappeler pour tous ceux qui sont en contact de ces cerveaux-là. Et effectivement, je me souviens d'une petite fille dyslexique à qui j'avais proposé un texte, vous savez, où les lettres sont dans le désordre. Si tu arrives à lire ce texte, tu as un drôle de cerveau, parce que seuls 50% des gens arrivent à le lire. Et les lettres étaient dans le désordre. Et la petite dyslexique, elle l'a lu comme ça. Elle a même retrouvé une faute d'orthographe dans mon texte. Mais c'est magnifique. Et elle a dit après à sa maman, pour une fois, j'ai eu du plaisir à lire parce que c'était compliqué. Et donc, c'est terrible que ces petits disques qui passent effectivement pour des idiots, en fait, ont un tel besoin de complexité qu'ils s'ennuient sur un texte ordinaire, alors qu'un texte avec les lettres dans le désordre, ça réveille le cerveau, quoi. Exactement. Pour continuer, co-construire avec vous, Christelle, j'ai ma fille aussi, et donc on a eu du mal à découvrir sa dyslexie parce que moi, je fais de la PNL, je fais de l'hypnose, j'ai fait beaucoup de choses, et en fait, pour contourner, et comme on n'arrivait pas à trouver ce qu'elle avait, je voyais bien qu'elle avait une intelligence subtile, je voyais bien qu'il se passait des choses,
mais l'orthophoniste ne voyait pas, parce qu'en fait, il y avait plein de stratégies de contournement. Et elle me disait, et le jour, et ça c'était difficile, parce qu'après moi je me battais comme une lionne au sein des écoles pour défendre tous ces enfants, et elle me disait, mais maman, il n'existe pas une chirurgie esthétique du cerveau? Oh non, et je dis, comment ça, une chirurgie esthétique du cerveau? Elle me dit, oui, pour le rendre comme les autres. Ouais. Elle me dit, parce que moi, je sais, ça va dans tous les sens et tout ça, mais comme c'est pas autorisé, comme c'est pas la norme, c'est pas la norme. En classe, et donc forcément, donc je suis différent, je suis atypique, donc je suis peut-être pas voulu, je suis rejeté, je suis ceci, je suis cela. Et c'est là où vraiment l'empowerment des Pense-Trop est hyper importante, parce qu'il faut revenir à la neurodiversité. Oui. On peut pas tous être des petits Mickey consuméristes à penser la même chose, à acheter la même chose et à être dans la pensée unique et dans le discours officiel. Il faut qu'il y ait de la dissidence, il faut qu'il y ait du mouvement, etc. Et l'empowerment des Pense-Trop, c'est hyper important pour qu'ils puissent remettre de la neurodiversité, des pensées différentes. Donc il faut vraiment que chacun revendique le droit d'être différent aujourd'hui, oui. Je vous écoutais sur un podcast justement où la journaliste vous parlait de cet alphabet qui a été mis au point par Béatrice Sauvageau. Vous savez, pour les 10, elle a mis au point un alphabet que seuls les cerveaux des 10 peuvent s'approprier finalement. Donc il y a énormément de choses qui arrivent sur le marché aujourd'hui, mais il faut encore il faut qu'on sorte de l'envie de pathologiser la différence. Il faut vraiment sortir de ça. On peut être différent sans être déficient. Mais aujourd'hui, il y a une question de formation et de vouloir faire entrer des gens dans des moules. Et les mettre dans des moules. Donc, c'est le principal problème du monde neurotypique et des normaux pensants. C'est penser dans la norme et vouloir que les autres aussi soient dans la norme. Alors, ça rassure. On va prendre un exemple que j'adore dans votre livre. C'est quand vous demandez à un suréfficient, ça va. Bon, qu'est-ce que vous répondez, vous, Karima? Moi, quand on me dit ça va, oui. Je dis ça va bien. Qu'est-ce que tu veux savoir? Mais je sais pas. Non, c'est comme vous l'entendez, comme vous le comprenez. Je ne vais pas vous influencer. Et ça va toujours bien. Et ça va? Non, ça va pas toujours bien. Bon, mais si je viens expliquer comment je vais, donc dans ma tête, dans mon cœur et dans mon corps, on n'en finira plus. Si je vous raconte toutes les phases émotionnelles par lesquelles je suis passée avant d'arriver ici, par exemple. Donc on n'en finirait plus. Rien que d'en parler, j'ai déjà une bouffée de chaleur. Vous voyez? C'est peut-être la ménopause. Ça, c'est autre chose. Chez Galant. Vous connaissez? Vous avez vu ça, Christelle? Oui, je suis impressionnée là. Je suis suréfficient. Donc je suis sans filtre. Voilà. Oui, et ça, c'est un des je suis sans filtre. C'est-à-dire une des caractéristiques. Un suréfficient va dire ce qu'il pense, parce qu'il le pense, et ça lui paraît normal de dire ce qu'il pense. Oui. Oui. Alors quand on dit ça va à un suréfficient, il faut vraiment qu'ils comprennent que ça n'est pas une question. C'est primordial qu'ils comprennent que ça n'est pas une question. C'est juste un rituel d'entrée en communication auquel il est de bon ton de répondre oui et toi. Ça va, oui et toi, oui bien et toi. Et où en aucun cas la personne neurotypique qui pose la question ça va attend une réponse autre que oui très bien et toi. Oui. Ce sont des rituels d'entrée en communication parce qu'on s'adresse pas frontalement les uns aux autres, c'est juste une formule de politesse et vous êtes fort impoli de commencer à étaler vos états d'âme ou votre état de santé derrière la question ça va. Et c'est vrai que les neuroatypiques ça fait longtemps qu'ils l'ont pas compris. Hein. Oui. Mais c'est génial ça. Oui. Donc vous pouvez y aller avec votre état émotionnel, Karima. Moi je sais, je sais que je suis neuroatypique, donc maintenant c'est quand on me dit ça va, je dis bon, elle veut pas le savoir. Je libère mon radar, vous voyez, mon radar, et je libère pour voir si vraiment c'est une vraie question ou pas. Voilà. Donc je fais quand même ce travail-là. Les autres ne veulent pas savoir si vous n'allez pas bien en fait. Et pourquoi? Oui, parce que c'est pas le contexte. C'est pas le contexte, c'est tout le problème des neuroatypiques, c'est qu'ils n'ont pas compris que dans le monde normaux-pensant, il y a un temps pour tout et il y a un contexte pour tout et que dans un contexte professionnel, non, il n'y a pas de place pour les états d'âme, pour les conversations profondes, etc. On est là pour bosser, de préférence dans une ambiance détendue, donc en évitant les sujets qui fâchent. C'est aussi bête que ça. Une fois qu'on comprend, c'est logique.
Ou alors on va vous taxer de dire oh là là, mais trop d'affect dans le travail, mais là moi je suis pas là pour t'aimer, je suis pas là pour... Et beaucoup de professeurs, d'enseignants le disent aux enfants. Ils disent moi je suis pas là pour t'aimer, moi je me suis battue pour des enfants dans des conseils et de dire écoutez madame, est-ce que vous pouvez comprendre que l'apprentissage passe par l'affect pour cet enfant, et s'il sent que vous ne l'aimez pas, que vous ne l'appréciez pas, que vous lui passez pas votre main sur sa tête ou que vous lui donnez une reconnaissance dans l'effort qu'il vient de fournir, il va pas se mettre à travailler parce que pour lui il est rejeté. Et donc il dit mais écoutez madame, mais nous on n'est pas là pour être aimés par les élèves, on est là pour faire notre boulot. Genre, je dis, mais c'est terrible. Donc après on les traite de sans cœur, on les traite de je sais pas quoi, mais voilà. Voilà, la confrontation des deux mondes. Voilà. On est en plein dedans, la confrontation des deux mondes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'enseignante à qui vous parlez d'affect, elle comprend même pas ce que vous lui voulez. C'est qu'elle considère que non, les autres enfants n'ayant pas cette demande, elle va pas individualiser, donner plus. Ce serait faire finalement du favoritisme que donner plus de reconnaissance à l'un parce qu'il en a besoin et qu'elle peut pas faire ça avec tout le monde, etc. Enfin, dans le monde normaux-pensant, ça se tient, c'est logique. Alors Christelle, vous aviez une devise que vous avez dû changer. Par quoi avez-vous remplacé votre devise ? Alors, avant, ma devise était « pas de problème que des solutions ». Et puis, après avoir été explorer de près le monde neurotypique, je me suis dit, non, finalement, on va pas non plus s'épuiser, c'est trouver des solutions à tous les problèmes, parce qu'on n'en finira jamais. Et que finalement, les normaux pensant qu'ils cherchent pas tant que ça des solutions aux problèmes, ont raison, on y passerait notre temps. C'est-à-dire qu'en fait, les problèmes, ça a une fonction. Aussi. C'est social. Et oui, quand j'ai des problèmes, j'ai des choses à raconter, j'ai de l'importance. On dit les gens heureux n'ont pas d'histoire, donc si je veux avoir une histoire, il faut pas que je sois heureux. Dans le monde neurotypique, c'est comme ça. Il y a quelque chose de... On le dit maintenant ou on dit après la pub ? Non, je vais dire avant la pub et on en parlera après la pub. Une punchline, on ne dérange pas les puissants dans leur magouille. C'est fondamental. Christelle, d'accord ? Dans le monde neurotypique, absolument. Après, il faut qu'on en rediscute. Ouais, voilà. Chez les neurotypiques, ça ne se fait pas. Voilà. Et c'est voué à l'échec. Et c'est dangereux. On ne dérange pas les puissants dans leur magouille. Alors, on parle des codes ce matin autour de la sortie du nouveau livre de Christelle Collin. J'ai pas les codes chez Albin Michel. Les codes, ce sont les codes que les suréfficients, on va dire ce qu'on appelait les surdoués avant, n'ont pas du monde des gens normaux. Les neurotypiques. Oui, c'est pas les codes de politesse en surface, c'est vraiment les codes profonds de la cohésion du groupe et de ce ciment social qui fait que les groupes s'entendent bien et sont stables. On a vu, voilà, et il faut avoir la posture. Adopter la posture. Mais on a vu tout à l'heure que déjà les commérages, les conversations de salon, ça a une fonction. Donc voilà, il faut comprendre ça. Il faut participer. Voilà. Voilà, ça fait partie de la cohésion du groupe. Et quand on parle de tout et de rien, on parle de rien qui fâche aussi. Voilà. C'est important. Donc on risque pas de créer un pugilat au milieu de la journée. Psychodrame. Les problèmes. Parce que les suréfficients ont cette fâcheuse manie de vouloir résoudre tous les problèmes. Voilà. Et tout de suite. Oui. Et y compris ceux qui ne les regardent pas. Et sauver le monde. Voilà, c'est ça. Oui. Donc oui, les problèmes ne sont pas forcément faits pour être résolus. Et il faut apprendre à prendre beaucoup de recul par rapport aux problèmes qui ont une fonction sociale et qui permettent aussi d'avoir des choses à faire ensemble. Bien. Alors pourquoi on ne dérange pas les puissants pendant leur magouille ? Alors ça, c'est une des choses qui me dérange le plus dans le monde neurotypique, c'est que le principe est le suivant, on va déléguer son impuissance à quelqu'un qu'on va désigner comme étant responsable. Donc on reste dans une position très fusionnelle, la fameuse servitude volontaire de la Boétie. Et dans cette position où on a décidé de déléguer son impuissance et de laisser les autres penser et décider à notre place, on applique une règle qui est fort dérangeante, qui est on ne dérange pas les puissants dans leur magouille. Et là où c'est très dérangeant, et ça rejoint le reste de mon travail, c'est que quand on ne dérange pas les puissants dans leur magouille, ils sont dans une toute puissance qui n'a plus de limite. Et qu'à partir du moment où ils ne sont pas dérangés, ils débordent, et ensuite on arrive à des abus énormes. Alors ça s'applique par exemple aux lanceurs d'alerte. Voilà. Souvent.
Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que chez les normaux-pensants et les suréfficients, l'information n'est pas triée sur la même valeur. C'est-à-dire que pour un suréfficient, l'information doit être juste, exacte, vraie. Pour le neurotypique, elle est mesurée, je dirais, à la valeur d'emmerdement qu'elle est susceptible de rapporter. Et donc, le fameux hashtag pas de vague. Et donc, les lanceurs d'alerte sont justement les gens qui croient que c'est important de dire la vérité et que les populations seront reconnaissantes qu'ils aient levé un lièvre. Et ils se retrouvent malheureusement pour eux extrêmement seuls. On voit ce qui est arrivé à Jeanne d'Arc, à Julian Assange, à Snowden. Le lanceur d'alerte, il se retrouve à hurler dans le désert avec tous les neurotypiques qui appliquent la fameuse adage « on ne dérange pas les puissants dans leur magouille, donc tu vas avoir des ennuis, c'est normal ». Ça, c'est quelque chose, je trouve, désespérant. Oui, mais c'est fondamental à comprendre. Oui, ouais. Pour éviter d'avoir des ennuis. Alors après, ça dépend quelles sont nos valeurs, mais... Au moins une valeur de prudence quand on veut essayer de dénoncer quelque chose. Parce que les lanceurs d'alerte qui sont partis vent debout et bille en tête n'ont eu que des ennuis. Que des ennuis. Vous dites que dans les groupes humains, il y a une hiérarchie apparente et une hiérarchie secrète. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la hiérarchie secrète. On sait quoi, cette hiérarchie secrète ? Alors, ce sont tous les petits jeux qu'on retrouvait déjà à la cour de Louis XIV, où chacun essaye de se placer dans les petits papiers du puissant. Et donc tout ça, c'est des balais. Alors on a même repéré qu'il y avait une espèce de géographie dans une réunion, par exemple. Ceux qui sont à la gauche du puissant ont beaucoup d'importance et la puissance va décroissant jusqu'à celui qui est à sa droite. C'est quasiment instinctif parce que je vais mettre le puissant à ma gauche pour pouvoir éventuellement le poignarder. Alors que celui qui n'a pas d'importance, c'est à ma droite parce que là, du coup, je ne pourrais pas l'atteindre. Donc, il faut mettre quelqu'un d'inoffensif. Et donc, on s'aperçoit dans les réunions, alors ça va être très amusant à observer au bureau demain, dans une réunion de travail, vous avez le leader et à sa gauche, la personne la plus importante après lui, et par ordre décroissant, jusqu'à celui qui est à sa droite et qui n'a aucun pouvoir. Et donc, comment on peut jouer avec ça ? On change de place dans la réunion, ça va énerver tout le monde, mais on peut gagner des échelons. Et on a vu comme ça, par exemple, les femmes qui n'ont absolument pas le sens de la hiérarchie, venir s'installer à la place libre et à partir de là, se voir investies de nouvelles fonctions et de nouvelles missions parce qu'elles ont pris la bonne chaise. Ça m'est arrivé. Quand j'étais un peu plus jeune, on va dire ça, militante féministe, j'arrive à une réunion de féministes et c'est très codé. Alors moi je ne savais pas, atypique que je suis, et j'arrive et je m'installe en fait. Donc pareil, là c'est les cercles, plus on est proche à l'intérieur du cercle, et plus on est proche du pouvoir, voilà. Et plus est éloigné. Donc moi je viens d'arriver à une réunion, je suis invitée, on va échanger. Et donc quand ils m'ont vu, horreur et putréfaction, vous voyez, sacrilège, qu'est-ce que tu as fait Karima ? Tu t'es assise ? Je dis mais moi je me suis assise là où c'était vide. Oui, mais attention, il faut être proche à gauche. Oui, voilà. Parce qu'on peut être proche à droite. Et là, on perd tout son pouvoir. Mais là, on perd tout son pouvoir. Alors, c'est très amusant. Et donc, ce sont des choses qui sont quasiment instinctives. C'est-à-dire que vous pourriez demander à des neurotypiques qui ne pourraient pas vous l'expliquer. Mais ils le sentent, ils le savent. C'est vraiment des codes hiérarchiques très, très profonds. À mon avis, très, très instinctifs, très animal. Ça monte au cerveau, je viens de comprendre un truc là. Ouais. Mais non, vous avez raison, c'est instinctif parce que les gens ne calculent pas la place où ils s'assoient. Oui. Souvent. Et pourtant, regardez, les gens s'assoient toujours à la même place. Oui. Voilà, c'est ça. C'est fou ça. Donc c'est tout ça que les neuroatypiques ne connaissant pas transgressent effectivement en toute candeur, et c'est comme ça qu'ils se font aussi des ennemis en disant ce qu'il faut pas, en s'asseyant là où il faut pas, en proposant ce que tout le monde tait. Enfin, et voilà pourquoi ils sont tout le temps avec cette impression de malaise, d'avoir fait une gaffe sans savoir ce qui se passe. Et voilà. Donc j'ai pas les codes. Quoi. Voilà, j'ai pas les codes. J'ai pas les codes. Voilà. Ouais. Et parfois aussi, dans les neuroatypiques, donc les ultra-sensibles, hypersensibles, le sentent aussi. Au niveau énergétique, ils sentent quand ils arrivent, ils disent « je me sens pas bien ici, à cette place-là, c'est bizarre ». Mais par contre, ils peuvent pas mettre de sens. Non, pas de sens, c'est juste du sang. C'est ça qui est le plus frustrant pour les suréfficients, c'est qu'ils sont instinctifs. Donc, ils sentent aussi qu'ils ont fait une gaffe, ils sentent qu'ils ont blessé quelqu'un, ils sentent qu'ils ont fait quelque chose qu'il fallait pas. Mais ils n'arrivent pas à trouver de quoi. Oui. C'est intéressant.
Alors, il y a 2 sujets que j'aimerais qu'on évoque avant la fin de cette émission. C'est déjà pourquoi il faut toujours se méfier de ses propres croyances. Donc ça, c'est bon pour tout le monde, pour tous ceux qui aiment bien les questions des croyances. Et puis, je voudrais qu'on parle des questions des angoisses existentielles. Oui. Parce que ça, c'est quand même 2 gros sujets. On commence par quoi, Christelle ? Alors, les angoisses existentielles. Parce que je me suis vraiment régalée à aller fouiller par là parce que ce que j'explique aussi dans le livre, c'est que n'ayant pas les codes non plus, moi, je me suis énormément documentée. J'ai énormément expérimenté aussi. J'ai payé de ma personne pour écrire ce livre. Et donc, j'ai découvert effectivement que depuis que ce pauvre singe, qu'est l'être humain, s'est retrouvé L'homo piégé... sapiens. Voilà, s'est retrouvé piégé par son gros cerveau plein de pensées. Et ben les premières pensées qui lui sont venues, c'est mais je suis mortel, je suis seul, je suis responsable et quel sens à ma vie. C'est vraiment les 4 grandes angoisses existentielles et il a bien fallu qu'il réponde à ces questions-là. Et donc c'est là où on voit aussi que les normaux pensants et les suréfficients n'apportent pas du tout les mêmes réponses aux mêmes angoisses. On prend un exemple. On va prendre un exemple. La solitude ou non ? Alors non, la solitude c'est vraiment très très complexe parce que c'est vraiment très complexe. On peut prendre simplement un sujet que les neurotypiques détestent, la mort. Nous sommes mortels. Moi je vais mourir. Je sais pas quand, mais un jour je vais mourir. Je suis né donc je vais mourir. Et les neurotypiques font tout pour l'oublier, alors que les neuroatypiques adorent s'en rappeler. Parce que le fait de me rappeler chaque matin ou chaque soir que je suis mortelle, pour moi, donne une plus grande dimension à mon existence, plus de prix à ma vie, à mes minutes, à mes secondes. Donc, plus je sais que je suis mortelle, plus j'ai envie de profiter de ma vie intensément. Et donc, c'est une des grosses pierres d'achoppement entre neurotypiques et neuroatypiques, c'est que les neuroatypiques parlent de la mort avec beaucoup de plaisir, voire avec une certaine jouissance. Oui, une certaine joie. C'est merveilleux d'être mortel parce que du coup, ça donne une telle dimension à mon existence. Et les neurotypiques, eux, font tout pour oublier qu'ils sont mortels. Alors, on l'a vu là récemment avec nos événements, la pandémie, etc. Oui. La façon de gérer l'angoisse de mort qu'a généré cette pandémie a été aux antipodes d'un côté et de l'autre. Sur les croyances, sur nos propres croyances, pourquoi est-ce qu'on doit se méfier de nos croyances ? Pourtant, c'est notre colonne vertébrale. Oui, mais elle nous enferme dans notre propre monde. Si moi je crois une chose, après je vais tout faire pour vérifier ma croyance. C'est un principe de base. À partir du moment où je crois quelque chose, je vais essayer au maximum de me rassurer sur le fait que j'ai raison. Et du coup, je ne peux pas imaginer que d'autres, fonctionnant sur un système de croyances différent, peut tout autant avoir raison que moi. Et donc ça, on en parle par exemple au niveau des problèmes. Moi, dans mon système de croyance, les problèmes sont faits pour être résolus. Donc je vais épuiser tout le monde et tout le temps en train de faire remonter tous les problèmes. Donc on peut même considérer que j'ai mauvais esprit, tellement je parle tout le temps des problèmes. Et puis on peut, dans un autre système de pensée, se dire, des problèmes, il y en aura toujours. Résoudre les problèmes, c'est vider la mer avec une petite cuillère. Donc autant s'appliquer à vivre au milieu des problèmes que d'essayer de les résoudre tous. On y passerait nos journées. Et donc voilà, 2 systèmes de valeurs, de croyances différentes qui, sur une même situation, vont prendre les choses à l'opposé. Alors, il y a quand même des codes sociaux, Christelle, à respecter et Kariba. On ne peut pas être intime tout de suite, tout le temps avec tout le monde. Ouais, ça, les suréficients, alors là, ça fait 2 minutes que tu es avec eux, tu es mon pote. Oui. Mais alors, on a l'impression de s'être toujours connu. Et je t'ai raconté toute ma vie. Toute ma vie. Voilà. Surtout. Voilà. Tous tes problèmes, c'est la base. Voilà. Et donc ça, oui, c'est un énorme problème. Les neuroatypiques n'ont pas de filtre, comme vous disiez tout à l'heure, n'ont pas de filtre, donc pas de limite, pas de jardin secret, et étalent tout sur la table. Je me souviens d'une de mes clientes qui me disait, moi avant, quand j'arrivais dans une réunion, je mettais mes tripes sur la table, jusqu'au jour où j'ai compris que personne n'avait envie de les voir. Donc oui, il faut vraiment se remettre des barrières intérieures. On est vraiment trop sans filtre. Souvent les suréficients disent mais moi j'ai rien à cacher. Oui, mais c'est pas pour ça que tu as tout à montrer. Oui. C'est super ça. Et ce qui est important aussi, c'est que si je suis intime avec tout le monde, alors ça n'a plus de valeur d'être intime avec moi.
Ça, c'est important aussi de réaliser. C'est qu'être intime avec moi, ça devrait se mériter. Si je donne mon intimité à tous, je ne donne mon intimité à personne. Et alors, à quoi ça sert d'être mon ami? D'accord, mais qu'est-ce que les suréfficients attendent d'un ami? Alors, c'est très important qu'ils se posent la question parce que ils en attendent beaucoup trop. Un suréfficient attend d'un ami qui soit pratiquement un clone, qu'il le devine, presque un jumeau quelque part. Il anticipe ses besoins. Voilà. Et puis ils ont une telle idée de l'amitié qu'ils ne peuvent que être déçus. Oui. Je crois que c'est une phrase de Pierre Desproges qui disait on reconnaît un véritable ami à la capacité qu'il a de vous décevoir. Hein. Donc c'est la base. Voilà. Donc revoir ses attentes à la baisse, se poser la question qu'est-ce que j'attends d'un ami? Et de réaliser qu'on a des attentes irréalistes pour baisser un petit peu ces critères. Ces critères, oui. Première rencontre avec Christelle Petit-Colin, Karima sur Beurre FM. Oui. Ah, voilà, il y a du lourd, moi je vous dis tout de suite. Oui. Bon. Alors, j'ai pas les codes, c'est le dernier qui vient de sortir, le dernier bébé chez Albin. Et puis bon, voilà, la Bible. Oui. Ouais, je pense trop, le best-seller. Je pense trop, et ses déclinaisons, parce que c'est la mère, hein, je pense trop, parce qu'il y a plein de bébés. Oui. Il y en a sur les enfants qu'on adore. Mon enfant pense trop. Je crois qu'on fasse une émission là. Et il y en a un autre aussi sur la manipulation. Ah là, ouais. Oui, parce que tout est interrelié. Je dirais les victimes préférées des manipulateurs, c'est évidemment les suréfficients pour leur bienveillance, qui sont des hypersensibles en plus. Voilà. Et donc je décris dans le dernier livre aussi que j'ai découvert avec stupeur que pour les normaux pensants, c'était bien fait pour nous si on se faisait harceler parce qu'on l'a pas volé, vu comme on est tout le temps en train d'embêter tout le monde. Oui. On cherche les ennuis, on les trouve pour eux. Et longtemps, je me suis interrogée en disant mais pourquoi ils réagissent pas plus que ça au harcèlement? T'as voulu sortir des cases, tant pis pour toi, assume. Ça c'est grave, parce que le harcèlement ça pousse quand même au suicide, y compris dans les collèges. Mais les enseignants le disent, c'est votre enfant qui a des problèmes d'intégration. C'est pas le harceleur qui a des problèmes de comportement, c'est votre enfant qui a des problèmes d'intégration. Ou il est trop susceptible. Et donc c'est là où j'ai découvert que les neurotypiques trouvaient tout à fait normal que nous soyons harcelés. Christelle, là vous grattez du temps là. Quand c'est fini, il n'y en a pas encore. En tout cas, il y en aura encore un podcast. On se régale à l'écouter, Philippe, c'est pour ça. Vous reviendrez, j'espère. Oui. Alors en tout cas, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous avez la vidéo qu'on vous met sur la chaîne YouTube. Vous commentez si vous voulez. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser à Christelle Petit-Colin, merci d'avoir été avec nous pour la première fois. Merci, je reviendrai avec plaisir. Merci beaucoup. Karima, à mercredi. À mercredi, avec beaucoup de plaisir. Une très belle journée santé sur Beurre FM.